quelques mots, mon propos va s'articuler de la manière suivante. Je vais essayer d'identifier certains débats, certains faux débats sur les questions de modernité politique. La société civile est souvent décrite comme un terme qui signifie l'avancement de la modernité politique entre société et État. Je précise tout de suite que par modernité politique, je pense à un processus graduel de différenciation et de rationalisation de la forme du gouvernement et du renforcement de la pratique réflexive, individualisante et individualiste. C'est la définition que je donne à la modernité politique. Ensuite, je vais parler un peu de redéfinir la société civile sur son principe et non pas sur sa forme, et de localiser la présence et l'action de la société civile dans les révoltes arabes. Et à travers une critique de l'aide internationale, on a parlé de la nécessité de contextualiser cette critique et en fait je vais utiliser le prisme de l'aide internationale pour réfléchir l'évolution du concept de la société civile et la pratique, vu que la question de l'aide internationale est extrêmement importante dans le monde arabo-musulman. Et en fait, la thèse principale que je voudrais offrir aujourd'hui, c'est qu'à travers une réflexion de la société civile, mais aussi de critique de l'aide internationale, je crois qu'il faut repenser le lien entre un droit individuel et droit collectif. Et c'est peut-être une façon aussi de thématiser cette question de citoyenneté. C'est un engagement individuel, mais qui se fait à travers une réflexion au collectif. Et je crois qu'il y a une réflexion à gagner à travers une lecture historique de l'aide internationale. Alors, commençons avec ces débats ou ces faux débats. Je crois qu'on peut se positionner de manière différente, mais je crois qu'il faut éviter les faux débats. Tout d'abord, de dire que la modernité politique, née et pratiquée dans les sociétés occidentales capitalistes, a totalement évacué le religieux de la sphère publique. Ça, c'est une imposture. Je crois qu'il faut reconnaître la présence, l'influence d'un langage religieux du sacré. Mais je crois qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et je crois que tout exercice politique, s'il veut respecter des principes de base, tels que égalité, se doit de maintenir une certaine distance avec les faits, justifications et pratiques religieuses. Il s'agit donc d'accommoder des formes locales de moralité à certains idéaux de participation et d'égalité politique. Plus que démocratie, un terme qui a été pollué par les idéologies de la guerre froide et des années 90 et de l'ère Bush, on devrait peut-être penser en termes d'isonomie, le terme grec pour parler d'égalité devant la loi, égalité ou de consistance du traitement devant la loi, pour reprendre une phrase de professeur An-Naïm dans sa communication hier. En corollaire à ce premier élément, il ne faut pas en arriver à la conclusion que toute modernité politique est seulement une imposition coloniale ou occidentale. Bien sûr, en grande partie cela l'a été, mais il faut aussi voir que les processus de discipline nés avec la modernité politique, l'invention de la citoyenneté, l'obligation de la personne de s'investir pour cette communauté politique, l'expansion du capitalisme ont eu des mêmes conséquences aussi bien dans le monde occidental que dans le monde arabe dont nous parlons aujourd'hui. Donc il y a des processus complexes de discipline et d'exclusion qui se font aussi chez nous, en quelque sorte, pour mettre en termes binaires. De plus, la société civile est trop souvent considérée comme une invention occidentale, et là on en vient à justifier des points de vue relativistes que les sociétés arabes ne sont pas prêtes pour la démocratie, que la société civile ne fait pas partie de la culture politique arabe. Et là, je m'inscris complètement en porte-à-faux avec de tels propos. Non seulement la société civile fait partie du répertoire politique classique arabe, Al-Farabi parle de Ijtama al-Madani dans sa Cité vertueuse, mais la réalité empirique démontre qu'une sphère associative a toujours existé dans le monde arabe, soit dans sa forme pré-moderne, on parle des guilds, des corporations, du rôle des cafés, du rôle des ulamas dans la défense de la formation d'une sphère publique, soit dans la forme moderne avec les associations, les organisations caritatives, et ainsi de suite. Je crois que le problème réside dans la confusion qui existe à propos de la définition de la société civile et qui a réifié une certaine pratique, celle occidentale, la forme institutionnelle, une attente, souvent libérale, et aussi ainsi qu'une fonction, celle de la propagation automatique ou de l'attente d'une propagation automatique de la démocratie, mais aussi, n'oublions pas les pratiques de marché.
la marketisation, comme elle est souvent référée. C'est là que l'industrie de l'aide internationale a frappé et a contribué à renforcer cette vulgate minimaliste de la société civile avec des aspects négatifs. Et en fait, il ne faut pas penser la société civile comme un outil de domination, comme un cheval de Troie d'un néo-impérialisme ou d'un néocolonialisme occidental, mais plutôt de la voir comme le processus, comme résultante de la standardisation des pratiques institutionnelles, dues à la pression capitaliste et aux logiques de rationalisation que Weber déjà décrivait dans les lignes conclusives de son fameux essai sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Donc la société civile ne doit pas être vue automatiquement selon le canon occidental, à savoir une sphère d'association intermédiaire entre les sphères de production et de reproduction d'un côté et de l'État de l'autre. L'aide internationale a renforcé cette vision minimaliste de la société civile réduite à des ONG, des organisations non gouvernementales. Il ne s'agit pas de dire que la société civile est occidentale, mais que sa définition et ses attentes, les attentes qui s'y attachent, par exemple, se constituent le public, le privé et le public, à savoir en grande partie des distinctions s'appliquant au monde bourgeois, sont européennes ou occidentales. Le principe de mobilisation contre les pouvoirs établis est une constante. Je parle de constante pour, ça se rapproche un peu de ce que Mandel décrivait comme des universalismes particuliers. La mobilisation est donc une constante que l'on retrouve dans le monde entier, même si avec des formes différentes. Donc la définition que je vous propose de penser la société civile en termes d'espace où se définissent et se combattent différents projets politiques ayant pour but d'affirmer l'autonomie collective, l'autonomie de différents groupes constituants, indépendamment de la forme que cette société civile prend ou doit prendre. C'est donc une façon d'aller au-delà de la fondation historique de la société civile, mais de penser à un principe de mobilisation, la défense de l'autonomie collective. Cette définition, j'espère, permet d'éviter normativement l'attente qu'il y ait une même forme ou un même élan institutionnel pour pouvoir définir, pour pouvoir identifier l'existence ou non de cette société civile. En fait, on attend une réification de la société civile. En fait, il faut garder le principe. Plutôt, on doit voir l'activisme, la lutte pour la définition de cette autonomie collective prend des formes différentes. Et pourquoi pas, dans le cas du monde arabe que l'on discute aujourd'hui, ces jours, inclure aussi le monde de la famille et des organisations religieuses dans la définition de la société civile, qui est très souvent exclue, des thèmes qui sont exclus de la promotion de la société civile, de l'aide internationale. Dans le monde arabe, il y a beaucoup d'associations basées sur la famille. Les Jama'iyat Ahliya, il y a aussi les kinship groups, il y a toutes sortes une sphère d'activisme informel, souvent informel, basée sur la famille. Et là, Hiba Raouf Ezzat, l'intellectuelle égyptienne, a thématisé cette nécessité de repenser la distinction public-privé, mais de considérer aussi la famille comme une façon d'activisme public. Un autre exemple très fort dans le monde arabe, arabo-musulman, c'est le monde caritatif. Le monde caritatif, les organisations, les charitable organizations, les organisations caritatives musulmanes, chrétiennes aussi, sont extrêmement présentes en grande quantité, même si elles n'ont pas la même forme institutionnelle. Souvent, il y a cette thèse qui est celle d'un... C'est pas l'absence ou la question est-ce qu'il y a ou il n'y a pas les institutions, c'est un seuil plus bas de l'institutionnalisation de ces organisations. Et là, si on prend compte de ces organisations caritatives, très souvent religieuses, musulmanes, on voit un taux très haut de participation, d'inclusion, de diversité politique, sociologique, et donc avec un rôle de participation extrêmement important, sans qu'il y ait cette question de politisation. Très souvent, la littérature occidentale traite les questions caritatives des organisations islamiques caritatives à travers le prisme de l'affiliation politique, une façon de recruter des gens, des militants, alors qu'en réalité, la réalité empirique est qu'on voit une diversité de la composition de différentes personnes, souvent d'un monde volontaire, qui s'engagent et qui participent à ce projet de définition de l'autonomie collective. Ayant à l'esprit cette définition de la société civile, j'en viens maintenant à la localisation de l'activisme de la société civile et des relations avec l'État dans le contexte des révoltes arabes. J'aimerais l'implication du processus révolutionnaire en partant de trois observations.
Tout d'abord, les révoltes arabes de 2011 ont démontré une forte revitalisation d'une de ces constantes politiques, à savoir le principe de citoyenneté dans le monde arabe. Farhad en a parlé longuement ce matin, mais c'est une constante importante, cette revitalisation de la citoyenneté. Deuxièmement, cette revitalisation a été rendue possible par le contre-pouvoir de la société civile. Je parle de contre-pouvoir car il ne s'agit pas de la société civile du canon occidental, les associations institutionnalisées, les ONG, favorisées par l'aide internationale. Mais c'est plutôt une société civile nouvelle, fluide, spontanée, créative, qui parfois a utilisé la violence pour défendre son projet, et où la défense des droits collectifs, notamment par les syndicats, ont joué un rôle important dans la mobilisation et l'organisation des manifestations. Troisièmement, étudier le langage et les symboles de la révolution nous permettent de ne pas nous bloquer sur les changements institutionnels pour comprendre si oui ou non ce sont des révolutions, comme trop souvent les politologues ont tendance à faire, mais aussi à nous attarder sur les pratiques d'interaction entre manifestantes et manifestants, à comprendre les langages de mobilisation, à identifier en quoi la notion et pratiques de citoyenneté ont peut-être franchi un cap qualitatif important avec ces révoltes. De manière comparative, on peut dire que la première spécificité de ces révoltes est la capacité des foules d'injecter un sens nouveau à la pratique citoyenne, cette action citoyenne dont on a parlé ce matin. Rida aussi en parlait. Alors que pendant longtemps, on avait souligné le manque de cohésion entre État et société arabe, si on pense au livre de Burhan Ghalioun de 1990, État contre nation, le titre de ce livre important pour exprimer ce clivage politique, on voit ici une nouvelle réappropriation du contrat social et parfois une véritable prise en main de l'État, et ce, dans certains cas, de manière presque littérale. Si vous pensez à certains épisodes en Égypte en début février 2011 où les gens ont investi l'Amin Daoula, les polices de sécurité d'État, et se sont appropriés les dossiers de surveillance que la police avait constitués sur les citoyens. En Libye, les gens qui décident de choisir des groupes de représentation au niveau des localités pour prendre des décisions politiques immédiates. On voit là vraiment un investissement direct de la population. Pour citer Burhan Ghalioun à nouveau, un type de lecture dominant dans les années 80 et 90 était que la modernité politique, imposée d'un côté par la domination coloniale et accélérée d'un autre côté par les politiques locales de modernisation, n'avait pas eu le temps, je cite Ghalioun, de sécréter un univers symbolique correspondant au cœur des sociétés arabes, créant un malaise et un ressentiment à l'égard de cette modernité, trop souvent associée à un extérieur dominant. Fin de citation. Dans le contexte des révoltes arabes, on voit que la société a retrouvé un centre de gravité en tant que groupe et a explicitement exprimé son désir d'avoir voix au chapitre après des décennies de confiscation et de domestication de la société. Force est de constater que la lecture d'un fossé entre société et État, ou entre valeurs locales et référents extérieurs, est suranné, en plus d'être potentiellement culturaliste. Et que ce sont les gens eux-mêmes qui ont inventé les modes d'action et de représentation des révoltes ces 2 dernières années, indépendamment des référents occidentaux. Et là, je fais référence aux travaux de Farhad Khosrowlomba. Au contraire, ce sont les formes de mobilisation dans les pays arabes qui ont été reproduites ailleurs de par le monde. On voit les révoltes arabes qui inspirent les modèles de mobilisation dans le pourtour méditerranéen, dans le monde entier. Et là, je vous invite à penser les formes mobilisatrices des révoltes arabes à travers 2 principes fédérateurs communs à toutes ces révoltes et qui représentent, je crois, une nouvelle constante de la mobilisation politique. Ce changement radical en termes de citoyenneté est basé ou a été rendu possible par 2 processus que j'appelle l'intersectionnalité et le présentisme. L'intersectionnalité est un terme utilisé dans différents contextes de la littérature des sciences sociales, notamment dans les études du genre, où il signifie la nécessité d'aller au-delà des dichotomies ou des logiques binaires, hommes-femmes en particulier. Dans cette lecture, les minorités sexuelles, si prises au sérieux au niveau éthique de respect de la différence, sont des exemples concrets de cette intersectionnalité. Il s'agit de questionner l'hétéronormativité qui sous-tend bon nombre des théories politiques contemporaines. Dans notre cas, il ne s'agit pas d'ériger en modèle normatif la reconnaissance des minorités sexuelles dans le monde arabe, mais de lier à ce contexte d'intersectionnalité la possibilité d'inclusion
et de création de coalitions qui transcendent les logiques dominantes d'appartenance sociale en termes de classe, mais aussi d'appartenance politique en termes de citoyens, les denizens, ou en termes d'affiliation de partis politiques. Intersectionnalité ici, dans le contexte des révoltes arabes de ma présentation, veut dire inclusion et coparticipation de différentes classes sociales, de différents horizons urbains, si l'on pense à la réalité morcelée du Caire, ou de divisions sectaires, en partie maintenues et alimentées, bien entendu, par bon nombre de régimes. Fossé entre urbain, rural, divisions sectaires, religieuses, forces religieuses, séculières, ainsi de suite, citoyens de première classe, citoyens de deuxième classe, citoyens ou denizens, ou même les fragmentations politiques, comme dans le cas palestinien, Fatah et Hamas. En d'autres termes, les gens n'ont pas manifesté pour leurs propres avantages ou intérêts, ils et elles l'ont fait de manière unifiée, en prenant parfois le parti de groupes défavorisés ou vulnérables. Dans le cas du Golfe, la défense des bidounes, dans le cas aussi de manifestations où l'on voit la fusion de ces catégories normalement religieuses, séculières, on voit que toutes les lignes étaient mélangées, fuzzy, pour le dire en anglais. Et donc cette intersectionnalité a permis de nouvelles cohésions se basant sur une extension horizontale des réseaux et thèmes de mobilisation, effaçant ainsi le rôle des hiérarchies politiques traditionnelles. Au-delà de la réflexion sur la forme, expliquant à nouveau pourquoi les révoltes n'ont pas eu de leader ou de héros absolu, que peut-on retenir du contenu de ces exemples? Que ces instances d'inclusion et d'intersectionnalité ont lancé une nouvelle dynamique révolutionnaire ou pour le moins contestataire et une nouvelle dialectique entre activisme individuel et sens d'appartenance collective. Il y a eu une reformation de l'imaginaire collectif par cette confluence, par cette intersectionnalité, qui renforce à son tour ou qui va alimenter sur le long terme le sens d'appartenance citoyenne. Et au-delà de distinctions, par exemple, entre séculiers islamiques, de facto. La deuxième constante de ces révolutions est que le changement radical en termes de citoyenneté a été rendu possible par ce que j'appelle le présentisme. Dans l'acception que je donne ici, qui est totalement différente de celle suggérée par François Hartog, qui discute les régimes de temporalité, le présentisme englobe une combinaison de présence physique, la présence des manifestants, mais aussi d'insistance sur le présent, la temporalité. Et le présentisme englobe trois facettes partagées, je crois, par toutes ces révoltes. Le présentisme se réfère tout d'abord à la capacité des gens et de la société civile de se réapproprier le présent et de refuser un futur sans horizon, sans travail, sans voix au chapitre, au niveau politique, économique, dans la plupart des pays arabes. Le présentisme évoque ensuite la méthode radicale de délibération et de dialogue choisie partout dans les grandes villes et grandes places où les révolutionnaires ont élu domicile. Enfin, le présentisme est aussi une philosophie qui place la dignité humaine au cœur de toutes ces manifestations et qui suggère que la représentation, comme méthode politique, a failli et que c'est par le présent et par la présence seulement que la dignité pourra être rendue au peuple de la région. Toutes les manifestations renforçaient une volonté de s'impliquer immédiatement dans le double sens étymologique. Tout de suite, maintenant, mais aussi immédiat, sans la médiation, sans la présence nécessaire d'organisations, d'ONG, de structures de représentation politique. Et de ce point de vue-là, les manifestements s'engagent directement par la présence physique, par la symbolique de l'unité des corps et par un refus de repousser à plus tard les changements requis par la vox populi. Le présentisme est le levier sur lequel les demandes révolutionnaires ont pu être élevées. C'est le fulcrum, le point d'appui à partir duquel le nouveau sens de citoyenneté peut s'exprimer. À travers le présentisme, les manifestants ont pu générer une nouvelle dynamique propre à la politique, dynamique que plusieurs forces contre-révolutionnaires, bien entendu, essayent de bloquer ou de freiner, d'empêcher justement ce présentisme. Politiquement, le présentisme va de pair avec le principe de délibération et tente de neutraliser le principe de délégation. On se méfie des institutions politiques existantes et l'on pousse à une prise d'action immédiate. Et là, on a toutes sortes d'exemples contre les autorités locales, mais aussi, pour en venir à la question de l'aide internationale, des actions contre les bailleurs de fonds.
En septembre et en octobre l'année dernière, dans les territoires palestiniens, des jeunes manifestants ont occupé les bureaux de l'Union européenne. Ils ont protesté contre l'aide américaine de USAID, l'agence d'aide au développement. Au Yémen aussi, on voit des actions spontanées de gens qui refusent les programmes offerts par les Nations Unies et par les ONG internationales. C'est donc une réappropriation immédiate, collective et rendue possible par l'occupation d'espaces clés que la société est reconnectée à l'État et à la politique, et cela indépendamment de l'aide internationale. Bien entendu, le point crucial sera de savoir pour ces révoltes si ces notions de présentisme et d'intersectionnalité pourront continuer à exister. Et permettant en fait de préserver le lien entre activité individuelle, conscience collective du changement et réappropriation de l'État par le bas. L'État, ne l'oublions pas, n'est pas seulement une série d'institutions formelles autour d'un gouvernement, ce top-down, de haut en bas, mais bien, pour paraphraser la définition de Max Weber, une communauté humaine, n'oublions pas, c'est une communauté humaine qui réussit à définir de manière collective un usage légitime de la violence. Et là, je soutiens la thèse que l'aide internationale a empêché le renforcement de la création de ce lien entre communauté humaine et les institutions formelles. Bien entendu, vous ne me direz rien d'original, on sait qu'avec le néolibéralisme et les années 90, on a vu la sacralisation de l'initiative privée, le démantèlement des services publics. Mais ce que je voudrais vous offrir comme thèse, c'est qu'il faut remonter plus en amont dans l'histoire de l'aide internationale pour comprendre ce problème. Et là, je monte dans le contexte des années 40, 50, le début de la décolonisation et la création des Nations Unies, où l'on voit aussi un des moteurs pour lequel la défense et l'éclosion des droits collectifs ont été mis sous l'éteignoir par la pratique de l'aide internationale. Si l'on regarde la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, et là je suis la lecture de Mark Mazauer, on voit que cette déclaration est un compromis où la question des droits collectifs est sacrifiée et remplacée par la protection des droits individuels. En d'autres termes, il s'agit d'un échange stratégique entre droits collectifs et droits individuels. À la fin des années 40, il existe une claire conscience de la nécessité d'un problème collectif multiple, si on pense au droit à la détermination, l'indépendance, la protection des minorités, des réfugiés. On est dans la scène européenne, bien entendu, mais aussi dans la scène moyen-orientale, la crise en Palestine. Mais pour des motifs politiques complexes, il est trop dangereux pour les grandes puissances d'accorder ces droits collectifs. C'est là que la notion de développement devient une idée clé, car elle permet de donner un semblant de réalisation collective sans donner de base légale aux droits des peuples de disposer de leur destinée. Et la réalité de l'aide du développement, de l'idée du développement, de ces pratiques institutionnelles sont guidées et définies par les puissances mondiales. Et là, on n'est pas seulement dans les puissances mondiales américaines, mais aussi socialistes, qui ont propagé les mêmes visions du développement, contrôlées par le haut. Et cette idée du développement, la pratique du développement, empêchera même, à mon avis, l'expression d'actes citoyens dans le monde arabe, et ce précisément, paradoxalement, au nom du développement. Et là, si on regarde le cas de l'aide américaine, qui est devenue tellement influentielle, une grande influence dans le monde arabo-musulman, la vision du développement dans les années 50 des États-Unis est une vision technique. Ce sont des programmes qui regorgent de visions de terres arabes, si possible sans population, c'est plus facile à gérer politiquement, où l'eau devient prioritaire pour le développement. Cela, bien entendu, évite d'affronter la question épineuse des réformes agraires. Et le développement maîtrisé par les techniques américaines d'irrigation, de meilleure productivité, permettent de passer comme chasse sur braise sur ces questions d'inégalité sociale. Et donc là, à partir des années 50, 60, bien entendu, avec la modernisation, on a la diffusion d'un savoir technique et d'une vision du développement maîtrisé par le haut. En somme, j'en arrive à là, une minute, la maîtrise de l'aide américaine au développement ne fait place qu'à un droit collectif éthéré et ténu. Il est car c'est un succédané de droits basé sur le développement de la terre et où le collectif n'existe que s'il permet l'émergence d'un citoyen suivant les règles de jeu imposées par l'aide atlantique. C'est un modèle unique de discipline et de rationalité économique, et là qui remonte bien avant la vague de politique néolibérale. Et pour en revenir à la période contemporaine, ce chiasme entre droits collectifs et individuels est également identifiable dans d'autres cas contemporains, et le cas sur lequel j'ai plus travaillé, le cas de la Palestine. On voit aussi que la communauté internationale se cache derrière la défense des droits individuels pour ne pas avoir à affronter la question politique des droits collectifs.
Et là, mon propos n'est pas de souscrire à une théorie du complot politique, ce sont des pratiques partagées par les grands et les petits bailleurs de fonds, puissance mondiale ou non. Ces pratiques découlent plutôt de l'uniformisation des pratiques institutionnelles, de gouvernementalité, de rationalisation et de dépolitisation des programmes que bailleurs de fonds reproduisent dans le monde entier. Il s'agit en quelque sorte d'une pression capitaliste qui répond à une transformation plus profonde vers le post-Fordisme. La matière première n'est plus le développement de terres arables, d'eau, de développement d'infrastructures, mais réside bien dans la subjectivité des individus qu'il faut transformer, nolens malens, en bons consommateurs et citoyens dociles. En termes marxistes, on peut dire que l'aide internationale et le développement capitaliste participent au processus d'accumulation primitive et font des individus du Global South de nouveaux clients inscrits dorénavant dans le Market of Dispossession décrit par Julia Lachar. Et là, pour conclure, il n'y a qu'un pas aux religieux ou à un exemple du religieux en prenant l'exemple des frères musulmans en Égypte, dont plusieurs associations ont souscrit à cette vision des microcrédits et de l'action capitaliste. Il est notoire que sur la question sociale, les frères, ou bonne partie d'entre eux, ne cachent pas leur préférence pour ce système néolibéral. Ils ne font que participer au même processus économique et vision politique, sanctifiant la responsabilité individuelle et solutions techniques. On comprend donc mieux qu'en creux, le problème de l'Égypte n'est pas de savoir si ce sont les frères qui gouvernent, mais bien de savoir si les droits collectifs et non pas la défense des droits individuels à la réalisation capitaliste sont défendus ou non par le gouvernement. Ainsi, la situation des pays arabes est passablement identique et tous font face à de grands problèmes économiques. La société civile, si l'on considère qu'elle peut inclure ces organisations informelles, les réseaux familiaux, les organisations religieuses, peut poursuivre, si elle peut poursuivre cet objectif de défense de l'autonomie collective, jouera un rôle décisif dans l'amélioration du contrat social, dans cette redéfinition de l'État par le bas et dans cette vivification, revitalisation de l'expérience citoyenne dans le monde arabe. Merci de votre attention.